À tous, on se retrouve en cette troisième journée du festival pour une nouvelle rencontre autour de la thématique de la bande dessinée, là plus précisément, ou plus largement d'ailleurs, autour du livre et du livre consacré, dédié à la jeunesse, avec, comme d'habitude, j'ai oublié de me présenter, donc Jean-Philippe Martin, de la Cité internationale de la bande dessinée, et puis avec moi, donc on a le plaisir de co-animer cette rencontre, Isabelle. Directrice générale du Centre belge de la bande dessinée. Et on va évidemment vous présenter les invités de cette table ronde. Le sujet est intéressant puisque le livre jeunesse est un type de publication, un type d'ouvrage qui a évidemment une notoriété, une influence considérable et depuis toujours et dans beaucoup de pays. C'est généralement le type de livre que l'on retrouve notamment dans l'enseignement, dans la pédagogie, qui est souvent un support même pour différents types d'enseignement par les pédagogues. Et c'est un type de publication qui, en croisant avec la bande dessinée, a permis d'étendre précisément le lectorat de la bande dessinée. Et on peut rappeler d'ailleurs que la bande dessinée, en tout cas dans la partie européenne de son histoire, a pendant de très longues années été exclusivement consacrée, dédiée à la jeunesse. Et donc il nous semble intéressant, dans le cadre de ce festival, de faire un tour d'horizon des pratiques en la matière, c'est-à-dire pas uniquement dans le champ de la bande dessinée, mais plus généralement dans le livre jeunesse, et de voir avec nos différents invités comment ces champs, ces types d'ouvrages, que ce soit la bande dessinée ou le livre jeunesse, peut-être qu'on pourra tenter même une définition de ce qu'est le livre jeunesse, viennent à se croiser dans vos pratiques respectives. Alors, je parle là du livre, mais on va y revenir. Il y a aussi d'autres pratiques à destination de la jeunesse, et notamment le cinéma ou la télévision. Et les films d'animation. Et puis c'est aussi l'opportunité de parler un petit peu à quel point les auteurs, mais ça on va le découvrir peut-être maintenant avec vous les intervenants, mais peuvent passer d'un médium à l'autre, et comment ça se passe. Donc on va peut-être commencer par un petit tour de table. Et je vais commencer par la charmante dame à ma gauche. Armelle, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous parler un petit peu de ton secteur d'activité en quelques mots, et on y reviendra après. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Isabelle et bonjour à tous. Moi, je suis Armelle Touko, je suis la fondatrice de la maison d'édition Adinkra Jeunesse, qui est une maison d'édition spécialisée dans l'édition numérique du livre africain pour enfants. Donc, nous avons développé une plateforme d'abonnement en ligne avec des contenus, des livres illustrés, des contes audio, des fiches éducatives et des fiches de coloriage pour les enfants de 3 à 10 ans, avec une application qui permet de lire les livres sans avoir besoin d'être connecté à Internet. Donc, nous sommes localisés au Cameroun, mais notre produit est ouvert sur le monde entier. Comment s'appelle l'application ? Adinkra Jeunesse. Merci beaucoup. Et alors là, on va passer sur un autre médium qui est le film d'animation. Bonjour Draman. Bonjour, je me nomme Draman Menta. Je suis producteur et réalisateur de films d'animation. Je suis directeur d'un studio qui s'appelle Simple Studio. Alors, nous faisons de l'animation pour nous. Notre objectif, c'est de créer des contenus africains avec nos cultures, avec nos manières de voir le monde, et partager cela avec tout le monde, avec le monde entier. Et notre cible, c'est pas seulement que les enfants, c'est les adultes aussi. Et voilà, nous avons produit pas mal de produits. Et cette année, nous avons produit une série qui s'appelle Anpaye Koulou, qui a eu le premier prix du FESPACO dans sa catégorie. Et voilà. Merci beaucoup. Et donc, on va peut-être passer à Laure qui nous suit depuis Abidjan, si j'ai bien retenu. Bonjour Laure, si tu pouvais te présenter, et puis je pense que tu as une présentation à proposer aussi.
Oui, je ne serai pas forcément trop longue sur les slides, mais je pourrais en mettre une pour illustrer, pour montrer ce à quoi ressemblent nos productions. Donc moi, je suis Laure Blédou, directrice éditoriale et marketing de Bayard Afrique, qui est la maison d'édition de titres jeunesse magazine pour les enfants. Donc, Mes premiers Planètes J'aime lire, qui s'adresse aux enfants de 1 an à 5 ans, et Planète J'aime lire pour les enfants de 6 ans à 10 ans. Et je précise que dans Planète J'aime lire, en fait, on a une rubrique BD qui est principalement alimentée par les aventures de l'héroïne Akissi. Et peut-être pour rebondir sur le point de Draman, on s'adresse aussi aux parents dans ces 2 titres avec des rubriques questions de parents. Et avec l'idée aussi que jusqu'à un certain âge, de toutes les façons, il faut que l'enfant soit accompagné par un médiateur, notamment pour les plus petits puisqu'ils ne savent pas lire. Donc, on est là aussi pour, quelque part, nourrir la proposition parentale en termes de lecture envers les enfants, lecture du continent, lecture ancrée. C'est une offre essentiellement papier? Oui, effectivement. Alors nous sommes sur une offre papier. Donc le magazine Mes premiers Planètes J'aime lire, c'est un magazine papier qui paraît tous les 2 mois. Le magazine Planète J'aime lire paraît tous les mois. Et ce qui est très important pour nous dans notre approche, ça fait maintenant 6 ans que Planète J'aime lire existe, c'est qu'en fait, ces magazines sont imprimés sur le continent, en l'occurrence imprimés à Abidjan, donc avec un imprimeur qui imprime à plusieurs milliers d'exemplaires chaque mois ou chaque 2 mois. Et ensuite, ces exemplaires-là sont diffusés dans un certain nombre de pays sur le continent, jusqu'au Cameroun pour l'Afrique centrale, et Mali, Togo, Bénin, à peu près une petite dizaine de pays francophones. Merci beaucoup. Donc, je pense que le projet de la rencontre ce matin, c'est un petit peu de voir comment tous ces univers se rejoignent en fait, parce qu'on a dans les 3 projets ici et la bande dessinée jeunesse qui n'est pas vraiment là avec nous, mais une histoire et du dessin. Donc peut-être qu'on peut refaire un petit tour de table. Donc par exemple, dans tes contes illustrés, forcément il n'y a pas autant de dessins que dans une bande dessinée, mais j'imagine que dans le choix de l'auteur et dans le choix des illustrations, il y a quand même un projet éducatif, artistique, pédagogique. Oui, effectivement, bon, pas que des contes, hein. Quand on parle de littérature jeunesse, surtout africaine, on a souvent tendance à ramener cela au conte. Nous avons un pléthore de genres littéraires, les livres documentaires, l'African fantasy, les contes, etc. Donc, il y a vraiment un pléthore de genres littéraires. Effectivement, la littérature jeunesse, qu'on a souvent tendance à confondre à la BD, surtout ici en Afrique, parce qu'on est toujours habitué. Ah, tu fais de la BD? J'ai dit non, on ne fait pas de la BD. On ne fait pas du tout de la BD, on fait du livre illustré. Donc, c'est une rencontre entre quelqu'un qui a à dire avec des mots et quelqu'un qui a à dire avec de l'image. Donc, on a 2 formes d'expression qui se croisent, qui s'unissent pour former une seule chose, un message qui divertit, un message qui enseigne, un message qui plante en l'enfant qui le lit de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'ouverture sur soi et sur le monde, et aussi aux parents, parce que effectivement, comme Madame Bidou l'a dit tout à l'heure, c'est important d'intégrer les parents. Donc, on met vraiment le parent au milieu de la littérature jeunesse. Donc, effectivement, c'est une rencontre, une belle rencontre. Parfois, on a des illustrateurs qui font les 2, qui écrivent et qui illustrent. Difficilement, on trouve des auteurs qui illustrent. Mais le rôle de l'éditeur ici, c'est de pouvoir trouver la belle paire, de pouvoir trouver l'illustrateur et l'auteur qui peuvent bien matcher. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'éditeur. C'est le rôle de l'éditeur quand il reçoit un texte, ce type de texte. Non, c'était l'illustrateur qui pourrait aller avec, parce que ils peuvent raconter de la même façon, bien différemment, mais qui va dans un sens harmonieux. Donc effectivement, c'est vraiment le langage de l'image et du texte, et en fonction des âges,
l'image laisse de plus en plus la place au texte. Voilà. Est-ce qu'il peut arriver qu'on vous propose un projet, enfin, que ce soit un dessinateur et un écrivain ensemble, qui vous propose un projet déjà conçu ou en tout cas en cours de réalisation? J'ai eu cette proposition une fois, donc je peux dire sur 100, je n'ai eu ça qu'une seule fois. Avec le livre La Petite Maman, où l'auteur et l'illustrateur sont venus ensemble. Mais c'est quelque chose d'embryonnaire encore en Afrique centrale. C'est pas pareil en Afrique de l'Ouest. La littérature jeunesse est encore embryonnaire, de telle sorte que pour nous lancer, il a fallu que nous-mêmes nous fassions des ateliers d'écriture pour trouver des auteurs, détecter les talents. Il a fallu qu'avec les illustrateurs, que nous travaillions pour les amener à illustrer pour les enfants, parce qu'il faut dire que les illustrateurs de BD en Afrique, surtout, la BD n'est pas forcément consacrée aux enfants. Voilà, parce qu'on a d'abord l'inspiration manga qui est assez forte. En plus, on a des illustrateurs qui illustrent vraiment des femmes avec des formes très explicites, très suggestives. Donc, tout ça, c'est un apprentissage, il faut réapprendre. Donc, l'environnement n'est pas encore suffisamment mûr pour qu'un auteur et un illustrateur se mettent ensemble pour venir voir l'éditeur. Donc là, c'est l'éditeur qui construit pierre après pierre l'environnement éditorial dans lequel il doit évoluer, donc pour l'instant. Et du coup, dans les illustrateurs avec lesquels tu travailles, il y en a qui viennent de la bande dessinée ou qui passent de l'un à l'autre Absolument, tous viennent de la bande dessinée. Ok. Ils ne savaient que faire ça, en fait. Donc, je ne sais pas. C'est moi qui les amène à dire il faut illustrer pour les enfants, vous voyez. C'est un marché qui est porteur. C'est le marché d'aujourd'hui, le marché de demain. Tout le monde se rue sur la littérature jeunesse. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à regarder là. Donc, du coup, même sur les illustrateurs qu'on a actuellement, on n'a pas encore véritablement réussi à avoir une identité globale, une identité particulière. Parce que sur les illustrateurs qu'on a, pour l'instant, je ne suis satisfait totalement que de 2 que je dis non, ça c'est vraiment l'illustration jeunesse pour l'instant. Mais c'est un processus. Et parce que tu veux une identité globale pour les collections? Quand je dis identité globale, quand on prend peut-être la BD belge, il y a quelque chose qui revient de façon globale. Elles ne se ressemblent pas toutes, mais il y a un univers, il y a une esthétique. Il y avait, j'ai envie de dire qu'il y avait, parce qu'on est passé dans quelque chose... Mais ici, on fait un combat parce que tous les jeunes illustrateurs entrent par le manga. Oui. Ouais. Et le combat, c'est amener les illustrateurs à s'émanciper du manga. Parce que moi, je ne veux pas des illustrateurs qui font du manga. Moi, ce que moi j'ai envie de vendre aux enfants, c'est une identité africaine, c'est un soft power africain. Ce n'est surtout pas le manga, c'est-à-dire je ne veux surtout pas avoir du manga. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut travailler là pour amener les gens à faire un retour identitaire parce qu'on a commencé par l'extérieur. Donc, c'est ça, en fait. Merci beaucoup. Draman, donc toi aussi, c'est une histoire, c'est des dessins, mais c'est pas du tout la même chose. Du coup, comment ça se passe pour choisir l'histoire, choisir les personnes qui vont illustrer l'histoire et puis on... Tu es toi-même dessinateur, Draman? Oui. Oui. Je suis à la base, je suis du touche à tout, on va dire, parce que disons, nous, la vérité, nous sommes dans un domaine où il n'y a pas assez de personnel avec qui travailler. Et déjà, moi, je suis passionné à la base. Donc, j'ai commencé moi-même à dessiner depuis tout petit. Et ça m'a poursuivi jusqu'à ce jour. Donc, je porte plusieurs casquettes. Pour revenir à ta question par rapport à l'histoire, oui, l'histoire, elle est importante partout, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la BD. Il faut trouver une histoire qui raconte quelque chose et qui touche aux gens et qui va apporter des changements dans la vie du public cible. Ça peut être les enfants, ça peut être les adultes, ainsi de suite, ou bien tout le monde.
Et c'est comme ça que ça commence. Et dès que l'histoire est ficelée avec les scénaristes ou un scénariste, alors on passe à l'étape voilà, des créations des personnages comme avec la BD, des caractères design. Alors on cherche les personnages, on leur crée, on prend leur histoire et puis on essaie d'adapter les formes par rapport à, à eux. Si c'est un roi, on essaie de dire, bon, il est grand, il doit être habillé comme ça. S'il est méchant, ses sourcils doivent être comme ça, et ainsi de suite. Après ça, nous passons à l'étape, on va dire, euh, au storyboard. Bon, ça revient toujours à la BD. Disons, nous, on passe par la BD et un peu de la littérature hein, pour faire l'animation. Donc, c'est à partir du storyboard et tout ça que nous commençons maintenant à créer les personnages vraiment avec les logiciels numériques. Ça peut être en 2D ou ça peut être en 3D. Ça dépend de la charte graphique. Et alors là, on commence à travailler, on crée les personnages, on leur met des squelettes, des contrôleurs et ainsi de suite. On fait appel aux acteurs pour la voix. Et après, on fait appel aux animateurs et tout ça. Et puis, à partir de là, on commence à voilà, animer jusqu'à la fin. Voilà. Tes sujets sont donc destinés au jeune public. Comment est-ce que toi ou tes scénaristes, pardon, se projetaient dans les récits, dans les histoires, avec comme horizon donc j'allais dire les jeunes lecteurs, non, les jeunes auditeurs, enfin les jeunes spectateurs, pardon. Je n'ai pas très bien compris. Comment ces histoires sont conçues par rapport au public auquel elles sont destinées? Est-ce que vous partez de scénarios préexistants? Est-ce que vous avez là, tu travailles sur une série, par exemple, qui décline un certain nombre de sujets, donc c'est des choix que vous faites Oui. en fonction de cet auditoire. Pour un public plus jeune, on partit dès les scénarios, on essaie de se mettre à la place des enfants et voir comment ils fonctionnent. Surtout, il y a un côté qu'on essaie, surtout quand c'est les enfants, on essaie on essaie de mettre la touche comique, on essaie que ce soit comique parce que tout le monde sait avec les enfants, quand c'est drôle, le message passe plus. Et il y a une vocation pédagogique dans ce que tu proposes. Oui, oui, exactement. On essaie toujours, surtout nous, à Simple Studio, on s'est donné la mission à partager la solidarité, la culture de la paix, les partages, surtout le bien vivre dans la société, voilà, la compréhension et ainsi de suite, surtout avec les enfants, surtout on est vraiment dans ça. On essaie de raconter des histoires, des petites choses drôles, des petites capsules drôles pour pouvoir faire passer les messages qu'on veut faire passer à l'enfant. Et ça marche à tous les coups. On remarque même avec Entrepaya et Koulou, j'ai des amis qui ont leurs enfants. Tout le temps, quand ils arrivent à la maison, ils veulent voir la chose. Et voilà. La chose. Ouais. Oui, la chose. Donc, voilà, c'est comme ça on fait. On essaie toujours l'approche simple, avec plus de couleurs, avec plus d'expression gestuelle, plus de gestes. On sait que les enfants aiment, ils regardent beaucoup les gestes. Ça les parle beaucoup. Et du coup, avec les personnes avec qui tu travailles, il y en a qui viennent aussi du secteur de la bande dessinée ou pas du tout? Oui, ils viennent avec les storyboarders qu'on a, ils viennent carrément dans le domaine Ils viennent tous. de la BD. Pourtant, ça ressemble pas à du manga ce que tu as fait. Pourtant, ce que tu as fait ne ressemble pas à du manga. Oui, ça ne ressemble pas à du manga. Voilà pourquoi j'ai rejoint ce qu'elle disait, Armel disait tout de suite. En fait, j'essaie, ils ont les styles manga, hein, j'essaie de leur dire, de les orienter. Non, je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux que ce soit comme ça, ce soit comme ça. Ça, c'est déjà bien, mais je veux que
que tu me mettes une touche comme ça, ainsi de suite. Je leur montre les personnages. Souvent même, je suis obligé de redessiner, de faire des sketchs. Voilà comment faire, voilà cette forme, ainsi de suite. Et, Pardon. et aussi, avec cette volonté, tu avais utilisé un terme qui était beaucoup mieux, mais je vais utiliser le terme réappropriation D'identitaire, culturelle, c'est mais ça? non, Identité. retour identitaire. Retour identitaire. Voilà, ouais. aussi avec une volonté d'un retour identitaire dans ton Oui. projet, dans ce Oui, que tu oui. leur demandes. Oui, je leur demande d'être soit. Mais vous savez, c'est un peu compliqué et difficile. Moi, dans mon cas, moi, j'ai eu ces problèmes parce que ça fait partie de nous, disons la vérité. Parce que moi, j'ai appris à dessiner grâce à des mangas. Voilà, ça fait partie de moi. J'ai grandi avec. Donc, tout ce qu'on regarde, sans faire attention, nous marque et ça nous reste. Et il y a un moment, il y a 10 ans, quand je faisais ma formation, j'étais obligé de me réadapter, de me orienter encore, en fait. Parce que j'avais fait un film, le film était très bien, un court-métrage, c'était très bien, mais je ne comprenais pas pourquoi le monde extérieur, je ne parle pas de l'Afrique, le monde extérieur n'était pas trop enchanté. Parce que chacun a déjà vécu de soi. Quand un étranger vient vous présenter son projet, vous voulez voir ce qui est de lui, pas ce qui est de vous-même, en fait. Bien sûr. Ouais, exactement. Donc, du coup, j'étais obligé de réapprendre à parler de moi-même, à parler de mes histoires et tout ça. D'ailleurs, même entre Paya et Koulou, c'est mon enfance que je rencontre, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Et elle ne s'est pas passée au Japon. mais quelque chose est sûr, je suis sûr, si un Japonais regarde, il pourrait les regarder encore et regarder encore. Ouais, voilà. Mais on va se tourner tout de suite vers Laure, mais c'est vrai que cette question identitaire et de retour identitaire se pose, et aussi ces questions par rapport au manga se posent à peu près partout aujourd'hui dans les écoles d'art, auprès des jeunes, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc. Et ça, c'est les 4 endroits récemment où des profs d'art m'ont dit oui, mais bon, enfin, tous les jeunes arrivent avec le manga. En Chine, en Arménie, moi aussi j'ai vu ça. Ouais, voilà, donc oui, planétaire, oui. on le voit vraiment beaucoup, et il y a vraiment cette question de dire oui, mais les gars, vous devez être fiers de qui vous êtes en fait, et c'est ça qu'on veut voir dans ce que vous dessinez, ce que vous partagez, ce que vous proposez. Donc voilà, Laure. Enfin, je me tourne, mais tu me vois devant. Oui, Donc, on va te poser la même question concernant les 2 titres que vous proposez. En tant qu'éditrice, du coup, le choix artiste, histoire et le lien avec la bande dessinée. Est-ce qu'il y a des différences entre l'édition africaine de ces titres et l'édition occidentale, enfin européenne? bien sûr. Alors, je vais rebondir sur cette question. En fait, les magazines Planète J'aime lire donc, sont vraiment des déclinaisons Made in Africa. Pour les créer, en fait, donc j'ai participé à leur création. On a travaillé avec plusieurs centaines de familles via des interviews, des sondages, etc. Et 5 écoles pilotes dans lesquelles on a eu des référents et qui nous ont permis de concevoir des numéros zéro. Donc, par exemple, le magazine Planète J'aime lire, pour ceux qui connaissent J'aime lire, la version initiale, qui a un énorme succès en France, donc ça fait plus de 40 ans, qui compte ses lecteurs mensuels en millions, donc pour nous, c'est vrai que c'est une très grosse référence. Mais Planète J'aime lire propose un contenu éditorial complètement différent, puisque finalement, nous, on s'adresse à des parents qui font le choix d'un magazine pour leurs enfants, alors que finalement, en principe, la plupart d'entre eux, de ces parents, on ne leur a pas lu des magazines quand ils étaient petits. Et ici, le rituel de la lecture du soir n'est pas du tout aussi ancré et développé que ça peut l'être en Occident. Donc nous, dans nos magazines, par exemple, tout au long du magazine, on s'adresse aussi aux parents. À la fin de l'histoire, par exemple, principale, on va proposer aux parents, voilà, cette histoire, elle a parlé de tel sujet. Si vous voulez, vous pouvez
parler de tel sujet à votre enfant, lui poser telle question. On aura aussi des jeux de questions-réponses que les enseignants peuvent utiliser en classe. Donc, on est vraiment sur une proposition différente du magazine parce qu'on sait que les usages et les pratiques ici sont différentes. Et puis, pour le contenu éditorial, la principale différence, pour répondre à la question jusqu'au bout, c'est qu'on propose des histoires qui sont faites sur le continent. Donc écrites par des auteurs qui habitent sur le continent africain. On n'est pas circonscrit à un pays. Ça peut être dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, on a aussi 2 ou 3 auteurs de la diaspora. Et nos contenus, en fait, notamment la BD, comme je vous le disais, c'est Les Aventures d'Akissi, qui est une héroïne qui vit des aventures à Yopougon, donc en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une vraie spécificité de ces magazines. Pour répondre au point ensuite à la question posée en tant qu'éditrice des histoires. Donc nous, on est dans un process un peu particulier. Si je reprends l'échange qu'on avait au début avec Armelle, on n'a pas tant intérêt, par exemple, à ce que un auteur et un illustrateur s'allient ensemble pour nous proposer quelque chose. On pourrait l'accepter de façon exceptionnelle, mais on n'aurait pas d'intérêt à ce que ça devienne systématique parce qu'en fait, nous, on programme en fait une parution par mois et c'est nous qui savons en fait, tiens, dans 2 mois, on va avoir tel style littéraire ou on va avoir tel style graphique, etc. Donc, ce mois-ci, on préférerait faire appel à tel illustrateur pour qu'il nous apporte un autre univers et voilà. Donc, nous, sur la proposition venant des auteurs et des illustrateurs, il faut vraiment que sur la programmation, on puisse en rester maître. Et on aime bien, justement, à contrario, que l'auteur n'ait pas spécialement un illustrateur à nous recommander parce que l'idée, c'est qu'un autre illustrateur vienne apporter son regard. Et ce qu'on aime beaucoup, d'ailleurs, c'est croiser les pays. Je vais peut-être prendre un exemple, là, si on peut afficher la slide, si c'est possible. Cette histoire, par exemple, de Capitaine Eva est une histoire qui a été écrite par une auteure camerounaise qui est de la diaspora, qui s'appelle Marie-Alix de Putter. Et c'est nous, en fait, qui avons sélectionné l'illustrateur Samuel Kofi, qui est un illustrateur ivoirien, pour qu'il puisse, en fait, apporter son coup de crayon à l'univers littéraire de Marie-Alix. Et alors, ça a vraiment bien fonctionné parce que là, on va sortir une suite de l'histoire de Capitaine Eva au mois de janvier à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, c'est de nouveau Samuel Kofi qui illustre. Et depuis même cette collaboration, Marie-Alix et Samuel ont travaillé ensemble sur d'autres projets. Donc ça, pour nous, c'est très important parce qu'en fait, ça nous permet aussi de porter souvent des binômes qui ont une approche très panafricaine. Puisqu'ils viennent d'aires géographiques souvent différentes. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et ce point me permet de… Pardon ? Vous les recrutez comment, les dessinateurs ? Alors, j'affiche cette slide-là, je ne sais pas si elle s'affichera. Donc, en 5-6 ans maintenant de parution de Planète J'aime lire, nous, on a travaillé avec un peu plus d'une 40aine d'auteurs et d'illustrateurs, dont la moitié signaient un contrat professionnel pour la première fois. Donc, on est vraiment, je profite de cette plateforme pour le redire, on est sans cesse à la recherche de nouvelles plumes et de nouveaux coups de crayon, parce que c'est très important pour nous d'offrir des univers graphiques et littéraires différents le plus possible, si possible chaque mois, que ce soit différent, c'est notre projet. Comment on les recrute ? C'est beaucoup de bouche à oreille. Voilà, un illustrateur va nous parler d'un autre illustrateur qui a un style graphique différent, par exemple. Mais l'autre chose que je tiens à dire, je ne sais pas si Armelle et Draman sont dans ces approches-là aussi, nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, notamment Instagram, qui nous sert à faire du repérage d'illustrateurs. C'est beaucoup plus pour les illustrateurs que pour les auteurs. Mais Instagram est pour nous un vivier en fait de repérage de talents. Donc, j'incite vraiment tous les illustrateurs, y compris ceux qui commencent à travailler avec nous. On leur explique même pour certains comment créer leur compte Instagram pour pouvoir rayonner et être repérés par d'autres maisons d'édition. Et pour vous donner une petite anecdote, on a eu un illustrateur qui s'appelle Thiemo Kosila, un illustrateur ivoirien, qui a travaillé pendant plusieurs années avec nous. Grâce à son compte Instagram, il a été repéré par des auteurs et des maisons d'édition dans d'autres pays, notamment une maison d'édition aux États-Unis, qui lui a proposé un contrat et qui, avant de lui faire signer le contrat, lui a demandé de se filmer en train lui-même de dessiner pour être sûr
que c'était bien lui qui réalisait les dessins parce que c'était très nouveau pour eux de travailler avec un illustrateur basé sur le continent et qu'ils avaient comme ça une petite espèce de méfiance. Et voilà. Mais une fois que Tiemoko a fait ce travail-là de se filmer en train de dessiner, il a déjà réalisé maintenant plusieurs contrats pour eux. C'est super. Du coup, Armelle, toi, comment tu les repères, tes illustrateurs? Moi, c'est l'inverse de ce qu'elle a dit tout à l'heure. Les illustrateurs, c'est beaucoup plus bouche à oreille, recommandation. Les auteurs ont fait des appels à manuscrits. Comme là, maintenant, nous avons lancé un appel à manuscrits depuis le 1er novembre qui va se clôturer le 20 décembre. C'est vraiment un appel à manuscrits international pour avoir les diversités, etc. Les illustrateurs, c'est différent. Parce que déjà, nous sommes une jeune maison d'édition, nous ne pouvons pas directement aller vers cet illustrateur-là qui a la grande renommée parce que nous ne pouvons pas le payer. Déjà, il faut être conscient de ça. Donc, nous travaillons beaucoup avec les jeunes illustrateurs et nous grandissons ensemble. Donc, on fait beaucoup de bouche à oreille. On fait aussi on chasse les têtes aussi. On fait aussi, comme là, je suis arrivée, mon objectif ici au Bilili, c'est de rentrer avec trois jeunes illustrateurs congolais avec lesquels on peut travailler de façon régulière parce que nous avons besoin de façon régulière des contenus. Et donc, c'est ça. Maintenant que nous commençons à avoir une autorité, parce que nous avons eu plusieurs prix sur le plan international. Récemment, on a eu le premier prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Et on a aussi été lauréat du Challenge Digital AFD, qui représente 10 startups africaines dans le domaine des industries culturelles. On a été prix IFC Innovation 2022 au niveau du Cameroun. Et ça fait qu'on dit aussi quand même aux auteurs internationaux camerounais, auteurs jeunesse qui sont quand même un peu nombreux, rentrez un peu à la maison, venez laisser un héritage et tout. Et là, nous sommes contents parce que on a eu Kwam Tawa qui nous a envoyé un joli petit manuscrit. Il a dit ouais, vraiment, Adinkra le mérite. On a eu Kidi Bébé, avec qui on a signé aussi. On a eu Christian Kingepan. Ça, ce sont vraiment les grands noms de la littérature jeunesse qui a signé aussi. Et tous ces livres vont sortir. Certains vont sortir en décembre, d'autres en février. Et là, ça commence à être facile pour nous parce qu'au début, j'ai pris 1 an pour faire des ateliers de lecture, d'écriture. Les ateliers d'écriture, c'était pas forcément pour former les gens, mais c'était pour détecter les talents, attirer les énergies et détecter les talents des personnes qui savaient vraiment utiliser la plume pour les enfants parce que c'est pas facile d'écrire pour les enfants. Et donc, les illustrateurs, c'est assez facile quand tu es un peu dans le milieu, quand tu fais des festivals et tout. Et puis, ça commence bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille et tout. Mais le plus difficile pour nous, c'était vraiment les auteurs. Et du coup, en ce qui te concerne, Draman, toi, pour les storyboarders, tu les trouves... Oui. Tu traînes devant les écoles d'art? Non. Non, évidemment. Je les trouve sur les réseaux sociaux, mais je les trouve, j'avoue, mon cas est un peu particulier, je les trouve plus dans les festivals. Voilà, dans mes projets, je travaille, la moitié des personnes avec qui je travaille sont au Bénin, Togo, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc, c'est des personnes que je rencontre dans les festivals. Quand je vais dans les festivals, alors je vais, puisque nous sommes tous passionnés, alors on partage tous la même chose et on discute. Dès qu'on discute, tiens, moi j'ai un truc, moi aussi c'est là que je détecte et je détecte aussi Ok. Je déteste aussi des entrepreneurs qui me proposent, tiens, moi nous, on peut faire ça pour toi, on peut faire ceci, cela pour toi. D'ailleurs même, mes storyboards, surtout le storyboard de Antpaye et Koulou, c'est un Togolais qui l'a fait. Voilà, c'est une entreprise togolaise qui l'a réalisé. Et je l'ai rencontré au festival. Quand je suis allé au festival du FESPACO en 2019, je les ai rencontrés et qui m'a encore présenté d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans mon cas, c'est comme ça que ça marche.
Et du coup, vous travaillez tous les trois avec vos auteurs, vos artistes à distance? Je m'adresse à tous les trois, donc Oui. peut-être Armel, excuse-moi. Oui, il y a des auteurs que j'ai jamais rencontrés. Il y a des illustrateurs aussi que j'ai jamais rencontrés, mais c'est aussi ça la magie du digital. Et je suis fière aussi, elle a dit tout à l'heure, Laure, avec fierté qu'elle a contrat, il y a beaucoup, c'était leur premier contrat. Chez nous aussi, je dis, la totalité des jeunes illustrateurs avec lesquels on a travaillé, c'était le premier contrat d'édition qui est signé. Je dis, mais vous êtes quand même 3 ans, 5 ans dans le milieu. Et donc, ouais, on travaille à distance, on signe tout par le numérique, le digital, on échange, on met en relation, etc. C'est la magie du digital, quoi. Et heureusement. Et Laure, pour vous, c'est tout à distance aussi, du coup? Alors, pas tout. Il y a des choses qui se font en présentiel. Je voudrais dire que comme Armel, nous, quelque part, on double notre approche de, à la fois, on source des auteurs et des illustrateurs par le bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux, mais on organise aussi des ateliers pour essayer de détecter des talents. Effectivement, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de trouver sur le continent des auteurs qui sont intéressés par la littérature jeunesse. Et parfois aussi, quand il y en a qui sont intéressés, je ne connais pas l'expérience d'Armel sur le sujet et j'espère qu'on peut s'en parler en toute franchise. En fait, ils sont un peu découragés par la difficulté d'écrire pour les enfants. Beaucoup d'auteurs en fait qui nous approchent ont déjà été publiés ou se sont auto-publiés parfois, auto-édités. Et en fait, quand on commence à faire le travail éditorial, des allers-retours, à faire des retours sur leurs propositions, et cetera, ils sont un peu surpris, presque en mode: «Ah bah, je pensais pas qu'on allait me faire des retours pour un texte pour les petits». Ben si, parce qu'en fait, écrire pour les enfants, c'est très exigeant. Donc voilà, donc l'idée de ces ateliers que l'on organise en présentiel, hein, comme Armel, des ateliers d'écriture, et cetera, c'est vraiment pour repérer des personnes qui ont une appétence pour la littérature jeunesse et qui sont prêts aussi à faire un vrai travail avec un éditeur qui va leur faire des critiques, qui peuvent refaire des nouvelles versions, et cetera. Et donc, un travail en partie en présentiel, un autre à distance. Donc, j'ai aussi des exemples. Massiré Tunkara, par exemple, un illustrateur malien avec qui j'ai travaillé 2 ans, alors que j'ai habité au Mali, mais j'ai travaillé pendant 2 ans avec lui sans l'avoir jamais rencontré. Et on s'est rencontrés pour la première fois l'année dernière. Il avait déjà donc illustré 3 histoires chez moi dans les magazines Planète Jamir. Et j'en ai d'autres, des exemples comme ça, avec un illustrateur sénégalais en ce moment, Pape Diaye, que j'ai jamais rencontré non plus. Lui, c'est par LinkedIn qu'on a pu le repérer. Et je pense que c'est une force aujourd'hui dans la littérature jeunesse ou BD du continent de pouvoir justement travailler à distance et ne pas être dans des contraintes en plus de rencontres et tout. Après, on rencontre quelques difficultés techniques. Je ne sais pas si c'est le cas pour Armel et Draman. Parfois, il y a des fichiers qui sont très lourds et donc les jours où on a une petite faiblesse de connexion, bah voilà, on ne va pas pouvoir recevoir le fichier. Il faut juste un tout petit peu s'organiser. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais voilà, rien d'insurmontable. Merci. Donc Armel, je t'ai entendu rire. Oui, parce que écrire pour les enfants, elle est simple. Moi-même, j'écris. Moi-même, je suis auteur jeunesse. Écrire pour les enfants, elle est simple, mais c'est extrêmement difficile et extrêmement technique. Tous les auteurs qui écrivaient d'autres livres qui n'ont rien à voir avec la littérature jeunesse, qui s'y sont essayés chez nous, se sont fracassés totalement. Donc ça, peut-être d'autres persévèrent là-bas, mais de notre côté. Donc du coup, j'ai eu peut-être 1 ou 2 fois le réflexe d'aller vers un auteur connu qui ne fait pas la littérature jeunesse pour l'amener à explorer, mais je ne le fais plus jamais parce que c'est essentiellement technique. Tout le monde n'a pas la capacité à se mettre dans l'esprit d'un enfant, à ressentir l'empathie d'un enfant, à se rappeler l'enfant qu'il a été. C'est quelque chose qui est parfois très difficile et qui est parfois impossible pour beaucoup. Donc là, on va forcer comme on veut, mais il y aura toujours quelque chose de mécanique qui sera là. Et le niveau du langage simplifié, c'est l'une des choses les plus difficiles parce que la personne est sûre qu'elle est en train d'envoyer quelque chose de simple, mais tu dis non, ça, c'est quelque chose qui est
compliqué pour les enfants de telle tranche d'âge, on va encore simplifier un peu, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très technique. Au départ, c'est quelque chose qui nous demandait énormément de travail parce que là, au niveau du travail éditorial, c'est ça qui demande le plus d'énergie. Mais au fur et à mesure qu'on a attiré à nous vraiment des auteurs jeunesse, on ne souffre plus à ce niveau-là. Mais au départ, ça nous prenait trop d'énergie parce qu'il fallait faire un double travail sur les textes, triple travail, quadruple travail, etc. Mais Tu faisais de la aujourd'hui, c'est un peu réécriture, c'est ça? plus... Tu repassais, tu réécrivais, pardon? Oui, tu attires l'attention sur ceci. Parfois, tu réécris. Parce que quand tu es au début, tu vas réécrire. Tu vas réécrire. Si tu veux des contenus, parfois tu réécris, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Parce que là, on a commencé à avoir vraiment des personnes adéquates qui viennent vers nous. Donc là, c'est quelque chose Le qui est casting est génial. important. Ouais. Et Draman, cette fois-ci, c'est toi qui as ri. Cette fois-ci, c'est toi qui as ri Oui, c'est vrai. quand elle parlait de personnes qui se sont fracassées en s'essayant à écrire pour la jeunesse. Oui. Donc, c'est la même chose. Alors moi, mon cas, j'ai eu la chance parce que j'ai grandi avec. J'ai dessiné, depuis tout petit, j'ai dessiné, j'ai créé des petites histoires, ainsi de suite. Donc, j'ai gardé ces côtés enfants, tu vois. Ce côté enfant en moi. Il y a des choses, il y a des dessins, je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde, bon, je les ai perdus, mais quand je les, j'imagine, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire, ça me touche en fait. Donc, du coup, j'ai eu la chance de garder ce côté enfant. Bon, c'est en devenant adulte, il y a certaines choses que j'ai perdues, mais bon, c'est pas aussi difficile en fait. C'est pas aussi difficile. Mais avec les autres scénaristes, j'avoue que c'est assez compliqué. Et même avec les storyboarders, hein, c'est assez compliqué. Je suis obligé de leur dire non, il faut que ce soit simple, il faut que le mouvement, regarde ce mouvement, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit un courbe, il ne faut pas que ce soit trop carré. Le Alors, micro, parle plus dans ton micro. Excusez-moi, je suis trop technique, donc du coup, Ok, d'accord. Donc, je leur montre là où aller. Parce que je sais déjà ce qui peut plaire à un enfant, ce qui m'a plu dans mon enfance, je sais déjà. Et voilà, c'est ce que j'essaie de reproduire, même avec mes collaborateurs. Et voilà. Voilà. Même pour les illustrations, hein, parce que l'illustration jeunesse demande de mettre le focus sur l'émotion du personnage, sur le ressenti, ne pas forcément aller trop dans les détails au niveau de l'illustration et tout. Même pour l'illustration jeunesse, ça a été aussi difficile, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui a l'habitude de faire ses mangas, ses trucs où il est toujours dans les combats. Et lui dit, calme-toi. Maintenant, il faut illustrer pour les enfants. Et l'enfant, lui, ce qui l'attire, c'est l'émotion que le personnage dégage. C'est vraiment la simplicité de cette émotion-là et tout ça. Et là, il faut redevenir humble et vraiment redevenir un enfant pour illustrer, comprendre que non, c'est pas forcément les détails, le petit détail, le point ici, et puis le décor qui doit être trop détaillé. Non, il faut parfois simplifier le décor pour se centrer sur le personnage et son émotion parce que c'est ce qui capte l'attention directement de l'enfant qui lui-même voit au personnage un miroir. Donc. Laure, au niveau du travail éditorial, c'est le même genre de difficulté que tu rencontres, que ce soit pour l'écriture ou le dessin? Alors, pour le travail éditorial, je veux bien revenir sur un point parce que effectivement, je suis complètement en phase avec Draman et Armel. Il y a un vrai travail à faire et un accompagnement à avoir auprès des auteurs et des illustrateurs pour qu'ils puissent se mettre à hauteur d'enfants. Je voudrais revenir sur la question de l'ancrage de nos histoires et des récits que l'on est capable de porter. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, on avait parfois du mal à parler de nous-mêmes. Nous, on reçoit des histoires, on reçoit des propositions de manuscrits, par exemple, pour Planète J'aime lire. C'est souvent dans le format Planète J'aime lire. Et en fait, les histoires, elles sont censées parler de notre quotidien,
Donc voilà, une aventure qui se passe dans Abidjan en 2023 ou à Douala ou à Ouaga ou ailleurs. Et en fait, on parle d'une histoire d'enfant et on n'aborde jamais, par exemple, le rôle de la nounou ou de la dada, comment on l'appelle selon les pays. Et moi, je dis, quand on est enfant, en gros, dans un environnement West Af, et ben en fait, on passe quasiment autant de temps avec sa nounou qu'avec son parent, presque. Donc voilà, moi, je suis là en fait assez souvent pour accompagner les auteurs et les illustrateurs aussi à essayer de leur faire prendre conscience des singularités de nos modes de vie que parfois on a gommé en fait sans s'en rendre compte parce qu'on a été nourri d'histoires qui nous viennent d'ailleurs. Et en fait, justement, pour qu'on puisse mieux parler de nous-mêmes. Donc ça, c'est pour la partie récit, je voulais donner cet exemple. Et pour la partie illustration, par exemple, si on a des scènes qui se passent en intérieur et que dans l'histoire, on a défini, par exemple, que c'est un enfant à qui on offre un télescope, par exemple. Donc, un télescope, c'est quand même un cadeau un peu coûteux. Ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent s'offrir ça sur notre continent, etc. Bah, il y a quand même de fortes chances que cet enfant, quand il est dans sa chambre et qu'on le représente dans sa chambre en train d'ouvrir son cadeau, et ben en fait, dans sa chambre, il y a une clim. Et en fait, c'est le genre de petits détails auxquels les illustrateurs ne pensent pas forcément, parce qu'en fait, ça fait partie de nos quotidiens, mais on n'a pas l'habitude de les voir représentés, donc on les représente plus nous-mêmes, en fait. Donc moi, en tant qu'éditrice, j'apporte aussi ce regard-là, finalement, pour qu'on puisse mieux se raconter et raconter nos histoires. Et je rebondis, dernier exemple pour ce point-là, sur un point qu'évoquait Armelle en préambule. Elle disait, souvent, quand on parle de la littérature jeunesse, on pense beaucoup aux contes. Et en fait, nos auteurs, quand ils nous proposent des histoires pour les enfants, très souvent, quand c'est une première collaboration, ils nous proposent une grosse morale bien lourde à la fin, et qui est issue du conte et de notre tradition du conte, mais qui ne correspond plus du tout aux usages du narratif et des récits aujourd'hui, et en fait qui correspondent plus à la façon dont les enfants lisent la littérature de nos jours et dans la façon dont on se raconte. Donc c'est comme si, tiens, quand c'est dans une histoire pour les enfants, bah, je vais mettre la morale, le conte, etc. Alors que dans le quotidien, bah, nos enfants, la modératrice nous disait en préambule qu'elle est aussi maman. Moi aussi, je suis maman, j'ai 3 filles. Mes filles, elles regardent des dessins animés à la télévision, elles vont voir Wakanda et je ne sais quoi au cinéma. Donc, elles ne peuvent pas se retrouver dans une espèce de modernité dans leur quotidien et dans leur littérature Made in Africa qu'on leur proposerait quelque chose de très passéiste, en fait. Donc, voilà, c'était des petits points comme ça que je voulais partager. Merci beaucoup. Je pense que Armelle a quelque chose à dire. Et peut-être Draman aussi. Les deux points que Laure a soulevés. Moi, si je m'appelle Laure, c'est Armelle Laure. Donc, c'est Mambombo. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Donc, les deux points qu'elle a soulevés, le premier point sur l'identité. C'est quelque chose dès l'enfance. Donc, c'est tellement ancré. J'ai créé le programme 100 petits écrivains où on accompagne les enfants à l'écriture sur une longue période. Et donc, le premier atelier, je dis souvent aux enfants, racontez-nous une histoire. Et tu vois, l'enfant, il raconte comment la neige, comment le renard, comment ceci. Et puis, je regarde, je lui dis, est-ce que tu as déjà touché à la neige? Est-ce que tu connais la sensation que la neige a sur la peau? Il dit non, il a regardé à la télé. Le renard, est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans ton environnement? Je lui dis donc, puisque tu n'as pas ressenti la neige qui touche ton pied, tu ne peux pas raconter la neige mieux qu'un enfant qui ressent cela. Et donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois raconter ce que toi, tu fais et tu ressens au quotidien. Tu dois ouvrir les yeux sur ton environnement, oublier ce que tu as vu à la télé et raconter ce que tu vois. Et ça commence dès l'enfance et c'est ancré. C'est quelque chose qu'on a en nous qui est profondément ancré sur des générations. Ça veut dire que c'est un combat qu'il faut faire pour amener les gens à ouvrir les yeux et à raconter ce qu'ils voient autour d'eux parce qu'ils sont enfermés dans une boîte qui s'appelle la télévision. Donc, ça, c'est très important comme aspect. Maintenant, effectivement, les auteurs, quand on parle de littérature africaine, il y a ce truc qui me fatigue où on a l'habitude, il faut que quand ce soit africain, il y a quelque chose d'engagé, une morale africaine, etc. On oublie le ludique. Vraiment, il faut écrire des livres que les enfants
aimeraient lire. Il faut écrire quelque chose qui est agréable. Ils peuvent s'évader. C'est ludique pour eux. Il faut laisser que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, pour que ça ait de la valeur, il faut qu'on sorte une morale lourde quelque part, qu'on fasse un livre de sensibilisation. Vraiment, on est fatigué des livres de sensibilisation. Donnez aux enfants de s'évader dans les livres qu'ils lisent, qu'ils puissent rêver de l'histoire qu'ils sont en train de lire. Et c'est comme ça qu'on va les amener à aimer les livres que nous sommes en train d'écrire. Et donc, justement, on tombe souvent beaucoup dans le conte, où tout à l'heure d'ailleurs, tu as fait ce même lapsus, tu as parlé de conte, alors que nous, on a plusieurs genres littéraires sur la plateforme. Et c'est ça, quoi. Il faut qu'on sorte un peu de là, qu'on ait un peu de conte, oui, qu'on ait des récits modernes, qu'on ait du futuriste à l'africaine, qu'on ait, bref, que les enfants s'amusent, qu'ils aient des diversités de choses qui leur permettent de s'évader. Et puis, c'est comme ça qu'ils pourront s'identifier à cela. Voilà. Oui. Moi, je voulais juste ajouter... Parle bien dans le micro, Draman. Ok. Moi, je voulais juste ajouter, en fait, moi, je vais dire, pour mon cas, bon, ça c'est moi, ça a été une bonne chose que je découvre le manga, toutes ces choses-là. Ça m'a permis d'avoir une culture générale. Voilà. Maintenant, le seul problème avec tout ce qui s'est passé, c'est qu'il faut, comme elles l'ont si bien dit, il faut switcher à un moment. Il faut prendre conscience à un moment. Parce que je ne peux pas les nier, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a commencé de quelque part. Où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec les mangas, avec Disney, avec des choses comme ça. C'est ce qui m'ont fait rêver. C'est ce qui ont fait que j'ai commencé quelque part. Voilà. Pour moi, il est important de prendre conscience, de continuer à sensibiliser les jeunes, à raconter leur histoire, leur quotidien et tout ça. Pour moi, c'est assez important. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Et voilà. Merci beaucoup. Vu qu'il nous reste plus un petit peu moins de 15 minutes, on va passer aux questions-réponses. Donc, est-ce que des personnes dans le public auraient des questions à poser à nos trois intervenants? Est-ce que la régie peut Il y a une main venir qui se lève. amener un micro? Et alors, si on peut te demander de te présenter avant de poser ta question et de bien parler dans le micro pour les personnes qui nous suivent à distance. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Léo San, je suis dessinateur de bande dessinée. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est laquelle? Qu'est-ce qui fait une bonne bande dessinée? Alors, Draman, tu vas répondre. on peut peut-être demander à Laure qui présente aussi des bandes dessinées jeunesse dans ses magazines. Laure, est-ce que tu as une réponse à donner? Oui, alors j'en ai beaucoup, hein, et je pense que chacun d'entre nous, je pense qu'il faut quand même tenir une bonne histoire. Souvent parce que l'illustration prend beaucoup de place, on s'intéresse avant tout au dessin, au style de l'illustrateur, etc. Mais en fait, il faut tenir une bonne histoire. Il faut qu'il y ait une vraie psychologie des personnages et qu'elle soit cohérente. Et sur nos BD, parfois, j'ai déjà vu des choses déjà parues qui manquaient un peu de cohérence, en fait, et de consistance dans la psychologie des personnages. Et après, ce qui est important, c'est en fait, quand on commence son projet BD, c'est d'avoir déjà une vision et de savoir si on pense que ce sera juste un tome ou s'il y en aura plusieurs, et de savoir, il faut déjà avoir un peu ces éléments-là en tête parce que ça aide justement à bien construire le premier tome qui sort. Donc, moi, j'insisterais, personnellement, c'est aussi peut-être mon regard d'éditrice, je ne suis pas spécialisée dans la BD, mais j'insisterais vraiment beaucoup sur l'histoire et les personnages. Merci. Jean-Philippe, tu voulais rajouter? Non, je voulais juste savoir si la question concernait, quand tu parles de bande dessinée, c'est de la bande dessinée pour la jeunesse ou plus généralement? Généralement. Mais je pense que la réponse de Laure s'adapte à tout type de bande dessinée. Et vu qu'on croise beaucoup d'étudiants ou de jeunes dessinateurs, on se rend compte que souvent l'histoire est pas assez travaillée
et qu'il y a parfois du très beau dessin, mais qui porte pas grand-chose en fait, et que c'est dommage parce qu'une très bonne histoire, il n'y a pas forcément besoin d'un très bon dessin, mais dans l'autre sens, c'est pas vrai. Donc, je pense qu'il faut vraiment être attentif à sa narration. Voilà, c'est mon point de vue, mais je suis pas éditrice. Donc, Je le partage. Je suis pas non plus éditeur. Je suis d'accord aussi. Une autre question? Oui. Bonjour, je me présente au nom de Jean-Jacques Méningui, dessinateur de bande dessinée. Bon, moi, ma question est la suivante. Dans le souci où, comme l'a dit mon confrère qui est là-bas, que nous avons tous grandi, nous sommes partis de quelque part. De Sangoku, le mangaka, le Disney, de Spirou et tous les autres. Aujourd'hui, c'est nous les bandes dessinées. Moi, mon plus grand souci, que je vous poserai la question, quelle est l'astuce ou le moyen d'amener en avant la communauté africaine et d'essayer de présenter son propre style? Parce que tous les autres, nous les avons apportés de l'extérieur. Mais quel est, vous, éditeurs, ou ceux qui nous donnent le moyen de nous exprimer, quelle est l'astuce ou le moyen que vous procédez afin que nous puissions nous exprimer et que toute cette communauté africaine s'exprime en l'air et en large? Voilà ma question. Je vais répondre après, tu peux intervenir. En fait, pour ça, moi, j'étais constamment à la recherche de moi-même, à la recherche de soi. J'essaie d'être moi-même dans tout ce que je fais. J'essaie de ne pas emprunter quoi que ce soit. J'essaie de voir avec tout ce que j'ai appris et moi, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Quelle valeur je peux donner à travers moi-même, à travers mon style? C'est facile de connaître son style. Par exemple, il faut écouter les gens vont dire, ah, votre dessin, quand vous racontez une histoire, c'est toujours drôle, ah, c'est bien. Donc, il faut toujours écouter les personnes qui sont à l'extérieur de vous, vos proches, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier aussi d'apprendre. Il faut apprendre. Et il faut apprendre de tout le monde. Quand je dis de tout le monde, c'est de tout le monde. Ça ne s'arrête pas qu'en Afrique, ça va partout. Il faut essayer d'apprendre et aller dans les festivals, faire des rencontres, poser des questions comme vous venez de le faire. Et voilà, c'est comme ça que vous arrivez à apporter votre touche. Voilà. Présentez votre travail aussi à d'autres auteurs. Ok, nous avons une question en ligne de Stéphane Agbete avec une préoccupation. Il dit, je peux la lire? Ok, si la jeunesse concerne ceux âgés de 15 à 24 ans, pourquoi la BD jeunesse cible les enfants dont l'âge part de 3 à 10 ou 12 ans? J'ai comme l'impression qu'il y a un problème de précision ou de définition. On peut peut-être mettre la question de côté parce que Armel, pour l'instant, hein, on va y répondre, mais Armel voulait compléter ou répondre je pourrais plutôt. faire les deux très rapidement, lui, Oui. et puis parce que. Et puis peut-être sur la question des segments, effectivement. Voilà. Et effectivement, déjà, prendre conscience, c'est la bonne chose. Je pense prendre conscience qu'on doit pouvoir sortir du manga ou bien juste s'inspirer du manga, mais sans pourtant totalement épouser le manga. C'est déjà un très grand pas. Je pense que c'est un cheminement spirituel. Quand on parle de spiritualité, on est d'accord, c'est pas seulement une religion. C'est-à-dire, c'est un retour sur soi. C'est vraiment savoir qui on est, etc. Malheureusement, l'histoire de la BD africaine n'est pas très documentée, que ce soit sur Internet ou autre. Mais apprendre des techniques, parce que je sais que les techniques de dessin varient en fonction du style de dessin. De nos jours, il y a en ligne les Google, YouTube, peut-être même des formations qui ne sont pas forcément très chères qu'on peut faire pour illustrer d'une autre façon. Donc, se former, aussi simple que ça. Parce qu'on peut bien avoir la volonté, mais on ne sait pas, parce qu'on n'a pas la technique qui nous permet d'illustrer à l'africaine ou quoi que ce soit, et puis trouver son style. Parce que j'ai remarqué que les illustrateurs qui prospèrent, que ce soit sur le plan national ou international, c'est ceux qui ont trouvé un style, absolument, et un style qui est lié à leur identité. Tout à fait. C'est clair. Parce qu'on ne va jamais venir en Afrique chercher un manga. On est d'accord. Ok, maintenant sur la deuxième question, quand on parle de littérature jeunesse, en fait,
Non, ce n'est pas 15, 22 ans. Il faut faire la différence entre la définition jeunesse du dictionnaire et l'appellation littérature jeunesse. D'ailleurs, avant, on appelait ça littérature pour enfants. C'est une évolution langagière qui a fait qu'on parle de littérature jeunesse. Donc, ça concerne vraiment les enfants, les pré-ados. On a des différentes tranches d'âge, mais il faut qu'ils comprennent effectivement que la tranche d'âge qu'il a citée là, c'est ça en fait la littérature jeunesse, c'est la littérature pour les enfants. Donc, c'est une appellation technique qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec la définition jeunesse dans le dictionnaire Larousse. Donc, voilà. Merci. Bien rebondir. Oui. Je veux bien rebondir. Je suis désolée, je ne sais pas comment on fait pour lever la main dans le studio. Donc, je le fais comme ça physiquement. Très bien. En fait, on a un vrai problème de définition de la jeunesse, de toute façon, que ce soit dans la littérature ou dans nos vies. Je ne vais pas faire de politique maintenant, mais bon. Visiblement, on peut être jeune sur le continent pendant très, très longtemps. Moi, j'ai 42 ans et donc je ne suis plus jeune, je suis vieille et je l'assume. Et en fait, on a du mal à finalement, comme dit Armel, à proposer des tranches d'âge et à savoir à qui on s'adresse. Donc, la littérature jeunesse, effectivement, elle inclut la littérature pour enfants, mais pas seulement. Donc, il y a pour les tout petits, donc souvent on fait un 0,3 et puis après l'entrée en maternelle et puis après du 6-12, bon, ça dépend. Mais du coup aussi pour les préadolescents, pour les adolescents et pour les young adultes. Et souvent, en fait, dans les productions africaines, qu'elles soient BD ou qu'elles soient littéraires, en fait, on a très peu de production pour les ados et pour les young adultes. Alors que, en fait, il y a un vrai créneau autour de ça. C'est un appel que je lance aussi aux auteurs, aux illustrateurs. Là, il y a un champ des possibles qui est infini. Et ensuite, il y a une autre dimension qui fait qu'il y a une grosse confusion. C'est qu'en fait, les gens associent la BD à la jeunesse. Et donc, pour eux, une BD, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, bah, c'est aussi bon pour les enfants. Je vais donner un exemple facile, connu de tous. Et après, j'imagine que dans chaque pays, il y a des spécificités. Si vous prenez les œuvres de Marguerite Abouette, donc d'un côté, il y a Akissi, d'un autre côté, il y a Aya de Yopougon. Aya de Yopougon, ça n'est pas une BD pour les enfants. Je passe mon temps à le dire dans les écoles primaires. Ne proposez pas à vos enfants de lire Aya de Yopougon. Il y a un moment où elle avorte, il y a des sous-entendus de scènes d'amour sexuel, etc. C'est une magnifique BD, elle est extraordinaire. On peut commencer à la fin du collège, mais ce n'est pas pour le primaire. Et en fait, il y a cette association dessin égale enfant finalement. Il faut que là-dessus, on soit tous beaucoup plus clairs. Et en tout cas, moi, de mon côté, quand j'ai été associée pour ce panel, les choses étaient claires. Nos magazines s'adressent juste aux enfants jusqu'à 10 ans. Mais après, il y a d'autres vies pour la littérature jeunesse, comme je l'ai redit, pour les ados, même jusqu'aux young adultes. Merci. Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question? Le micro peut aller de l'autre côté. Ouais. Bonjour, je vais me présenter, je suis Thomas Bakala, cosplayer. Et ma question, je vais demander, quel conseil vous donnez à un auteur, on peut dire auteur parce qu'il écrit, mais qui n'a peut-être pas encore osé publier ou partager son écriture? Armel, tu peux peut-être répondre, vu que tu es là pendant quelques jours. Oui, qu'il commence à faire lire son... Déjà, s'il a écrit, qu'il commence à faire lire à son entourage. Publier, c'est déjà loin, loin là-bas. Donc, commencer à faire lire à son entourage, à ses amis, à des personnes adéquates, etc., quoi. Ça, c'est la première chose. Et être capable d'encaisser les retours. Parce que si vous n'êtes pas capable d'encaisser la moindre critique, et il faut à tout prix que vous expliquiez pourquoi vous avez raison de faire comme ça. Chaque fois qu'on vous donne une critique, sachez que ce n'est pas votre vocation d'être auteur, parce qu'il faut avoir l'humilité de savoir ce qu'on garde des critiques qu'on nous fait et ce qu'on rejette des critiques qu'on nous fait, parce qu'on ne prend pas en fait toutes les critiques, on ne les rejette pas toutes, il faut. Donc, déjà, première chose, premier pas, faire lire à son entourage, à ses amis. Ça, c'est la première chose. Publier là, c'est après. Faire lire, essayer de voir si on intègre les retours, si ce qu'on fait. Parce que tous ceux qui écrivent là, souvent, quand quelqu'un vient avec son manuscrit, il est toujours sûr que c'est un best-seller.
il est sûr que c'est un best-seller qu'il est en train d'amener là. C'est l'ego, c'est comme ça. Mais commencez à faire lire à son entourage d'abord. C'est tout, c'est ce que je peux donner comme conseil. Ok, Laure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'ai un conseil très, très basique que je me permets de donner après avoir rencontré beaucoup de primo-écrivains et d'aspirants à devenir primo-écrivains, c'est de continuer à lire eux-mêmes. Souvent, on rencontre des auteurs en fait qui ont tellement planché sur leurs manuscrits, etc., qu'en fait, ils sont coupés des littératures, et je parle bien au pluriel, du monde. Donc, il faut aussi absolument continuer à lire des littératures différentes, de différents pays, de différents horizons, publiées par des maisons d'édition dont on a bien identifié la ligne éditoriale, dont on sait que derrière, il y a un travail qui est assuré pour continuer à se nourrir et en fait à avoir des exigences avec soi-même. C'est très important aussi. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste ajouter, cherche-toi un mentor. Ce mentor va devenir comme un entraîneur pour toi. Donc, du coup, il va... Un bon mentor, hein, c'est-à-dire quelqu'un dont le style te plaît, tu vois. Cherche-toi cette personne et tu montres aux autres, hein, comme ils ont dit, tu montres aux autres et tu regardes tu prends leurs avis. Maintenant, cherche-toi un mentor et ce sera cette personne-là à qui tu peux toujours envoyer tes trucs et il va te faire des feedbacks et ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, c'est moi c'est ce que j'ai fait. Si je suis arrivé aujourd'hui là où je suis, c'est grâce à mes mentors. Voilà. Merci beaucoup pour ces bons conseils. Jean-Philippe, tu veux faire le mot de la fin? Bon, bah, j'ai fait le mot de l'introduction, donc je vais te le laisser. Mais j'avais juste une toute dernière question, plutôt un rappel. Est-ce que vous pouvez nous repréciser comment on peut accéder à vos publications ou productions, Draman, ou Armel et Laure? Moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Simple Studio, tout simplement. Maintenant, pour la production, ce qu'on a fait entre Paya et Koulou, vous pouvez le trouver sur l'application Wido. WIDO, ça se trouve sur Play Store et App Store. Voilà. Très bien. Ok, sur les réseaux sociaux, Adinkra Jeunesse, ADINKRA Jeunesse. La plateforme, elle est web, il y a des applications, les applications sont comme des liseuses. Donc, on a www.adinkra-jeunesse.com. Je vais répéter. www.adinkra-jeunesse.com. Merci. Et Laure? Alors, de notre côté, Planète J'aime lire est sur Instagram, Facebook. Instagram et Facebook. On est aussi présent donc à Planète J'aime lire. On est aussi présent sur LinkedIn et Twitter dans une approche plus corporate, donc avec Bayard Afrique sur LinkedIn et Twitter. Et on a une chaîne YouTube qui s'appelle Planète Mag TV sur YouTube. Et les ouvrages sont diffusés en kiosque? Oui, nous, de notre côté, les ouvrages sont diffusés dans les points de vente traditionnels, donc les librairies. Et ensuite, on est diffusé aussi dans les supermarchés. On a plusieurs pays dans lesquels on est diffusé dans les supermarchés. Je pense notamment au Cameroun, où on est disponible dans les supermarchés Carrefour. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Et juste pour information, en Côte d'Ivoire, on essaye aussi d'être disponible dans d'autres types de points de vente, par exemple les stations essence ou même des pharmacies, parce que notre idée, c'est vraiment d'apporter la lecture vers les populations. Et il y a beaucoup de gens qui franchissent jamais la porte d'une librairie. Donc l'idée, c'est que le livre puisse venir à eux. Pas dans les écoles. J'ai rencontré ici à Brazzaville un enseignant qui est aussi auteur de bande dessinée, qui vend ses publications dans sa classe. Vous avez accès aux salles de classe? Alors, nous, on travaille aussi avec les écoles, avec un certain nombre d'écoles partenaires. Si, bien sûr, on travaille avec les écoles. Merci beaucoup. Je pense que comme mot de la fin, avoir les références de chacun, c'était une très bonne idée. Donc, je vous remercie à tous, aussi bien les intervenants que le public, et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On s'applaudit.